Yes, pas mal. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 17 du podcast de Hockey sur demande, toujours accompagné de Stéphane Grenier d'Entrechum en direct de Québec. Salut Stéphane. En direct de l'hôtel à Québec. Salut Max, comment ça va? Écoute, ça va bien, on a pris une petite semaine de congé la semaine passée. Cette semaine, Ouais. on est de retour en force et évidemment, il fallait qu'on prenne une semaine de congé pour qu'il se passe encore plein d'affaires sur la planète hockey, dont la transaction de Tyler Toffoli. Mais ça, on va en reparler un petit peu. Pas beaucoup, vu que ça fait quand même là, une semaine que ça a été fait. Mais juste en discuter là, rapidement est-ce que le retour était bon ou pas. Sinon, évidemment, on va faire les segments habituels, coup de cœur, coup de pied, sur Ouais. réception. Alors, encore une fois, pas mal du Canadien. On s'excuse. On ne voulait pas faire des podcasts qui touchent tout le temps uniquement le Canadien, mais c'est eux qui occupent pas mal l'actualité présentement. Mais inquiétez-vous pas, il y a d'autres sujets également qui ne touchent pas le Canadien qu'on va discuter. On va se garder ça pour dans quelques instants. Et Stéphane, on va y aller tout de suite d'entrée de jeu avec notre fameux coup de cœur et coup de pied. Je vais te Ouais. laisser aller avec ton coup de cœur de la semaine ou des deux Écoute, dernières semaines. écoute, il y en a eu pas mal, mais je vais y aller plus récent parce que, comme tu dis, on parle beaucoup du Canadien, oui, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles qui se passent, mais à un moment donné, il faut en parler aussi, là, du mauvais ou du bon. Donc, mon coup de cœur cette semaine, ça va être Samuel Montembeault pour son jeu blanc hier. Écoute, je pense que probablement le joueur qui le mérite le plus cette année, d'avoir un peu de reconnaissance avec tout ce qui s'est passé, il a été quand même un des joueurs là, qui a essayé d'être le plus constant dans la gang, qui est arrivé à donner de l'ardeur au travail à toutes les semaines. Je pense que c'est bien mérité. Hier, on a vu que les jeunes se sont amusés à essayer de se faire des jambettes en plein milieu de la patinoire en essayant de célébrer avec l'équipe. Donc, c'est une fierté. Écoute, c'est le dernier Québécois depuis 2005 à avoir fait un jeu blanc à Montréal. Donc, il faut en profiter de ça. Puis, je pense que ça reste dans un autre type d'idée. Ça va donner, je pense, un petit peu de corde aussi à l'organisation du Canadien, savoir si on re-signe Montembeault comme deuxième gardien, si on décide d'y aller avec une co-reconstruction ou une non-reconstruction. Donc, félicitations Montembeault pour ma première étoile cette semaine. Moi, mon coup de cœur, puis on va en parler aussi. En fait, on va continuer la discussion là, par la suite lorsqu'on aura fait part de nos coups de pied. Mais Martin Saint-Louis, écoute, c'est dur de passer à côté de ça. Le gars n'a aucune expérience dans la NHL. Le Canadien vient de signer 4 victoires de suite. Puis même dans les matchs qu'ils ont perdus, on a vu une équipe quand même transformée au niveau de l'effort, du moins. Chapeau à Saint-Louis parce que lorsqu'on a procédé à la nomination de lui là, pour le nouveau coach là, du Canadien, une fois que Ducharme était parti, là, tout le monde était sceptique. Puis encore une fois, ça reste dans la lignée de sa carrière NHL aussi en tant que joueur. Tout le monde a douté de lui. Il est en train de faire ses preuves. Évidemment, l'échantillon est encore très court. Mais lorsqu'on voit, puis on en parlait tantôt, mais un Cole Caulfield qui débloque tout à coup. Juste l'effort en général des joueurs depuis l'arrivée de Saint-Louis. On a vu vraiment une grosse différence. Encore une fois, je ne veux pas jeter la pierre à Dominique Ducharme parce qu'il n'était pas dans des très bonnes conditions non plus, mais quand on voit qu'un nouveau coach qui, avec les mêmes effectifs, obtient des résultats complètement différents, ben le problème était peut-être un peu le coach aussi dans tout ça. Je pense que les joueurs là, ne voulaient pas tant jouer pour lui pour X raisons. On n'est pas dans les coulisses, évidemment, mais lorsqu'on voit le résultat sur la glace, on peut juste faire le raccourci en disant ben il faut croire que Saint-Louis, son message passe plus, il est peut-être plus près des joueurs. Donc, chapeau à Saint-Louis. Est-ce que le Canadien va en signer 15 de suite? Probablement pas. Mais c'est quand même le fun de voir que le Canadien gagne un peu de match. Mais là, je suis un peu déçu parce qu'ils ont passé Arizona au classement. Là. Ben Mais oui, bon, c'est ça. tant qu'il reste dans le top 3, on a toujours des chances d'avoir Shane Wright. Mais non, chapeau à Saint-Louis. Puis je pense que son titre d'intérim, là, il va prendre le bord assez vite. Là. D'après moi, il va être de retour l'an prochain et les prochaines saisons chez le Canadien. Effectivement, je pense que le test, c'est sûr que c'est quand même court. 8, 9 matchs à jouer, je pense. On a eu les deux premiers matchs qui ont été un peu difficiles. La défaite de 6-2 aussi, qu'on a eu qui a été plus difficile. Mais on voit une différente équipe devant nous. Puis je te dirais que je pense que ça a été ébruité un petit peu au niveau du Canadien depuis le début de la saison. On n'a pas voulu parler un peu trop du charme. On ne voulait pas le pitch en dessous du boss comme on dit toujours au Québec. Là. Mais je pense que les vétérans étaient peut-être tannés ou n'adhéraient pas du tout non plus au système de jeu ou aux fameuses façons que lui voulait faire. Écoute, on va en parler plus tard, mais moi, je pense que le Canadien joue par instinct présentement. Puis je pense que tu ne peux pas enlever l'instinct des joueurs. Puis je pense que ce qu'on voit présentement, c'est ça, justement. C'était le positif de la semaine là, de notre côté. Maintenant, on va passer au négatif. Ton coup de pied de la semaine ou des deux dernières semaines. Là.
Écoute, il y en aurait plein. Il y en aurait plein. Moi, je vais dire Team Canada aux Olympiques. Pourquoi? Parce Masculin, que. j'imagine. Hein? Masculin, j'imagine. Masculin, oui, masculin, parce que féminin ne veut pas dire grand-chose. Je vais dire peut-être les Olympiques masculins au général. Je suis très content que la Slovaquie ait gagné d'ailleurs. Félicitations à la Slovaquie. Ils méritent, je pense, que ça fait des années qu'ils se classent parmi les 5-6 premiers et ont enfin eu la chance de le gagner. Par contre, je trouve que ça démontre encore une fois comment on est en retard dans notre développement au Canada et aux États-Unis. On n'a même pas été de se classer parmi le top 5, là, le top 4 en fait, ou le top 3 si vous voulez. Là. Donc, on est supposé être la région de hockey. Puis on se rend compte que si nos effectifs, les meilleurs, ne sont pas là, on n'a rien à faire. Il ne faut pas oublier non plus que les meilleurs joueurs des autres pays n'étaient pas là non plus. Il y a beaucoup de joueurs de la Ligue nationale qui n'ont pas été. Donc, pour moi, ce n'est pas la plus grosse déception du monde cette année. Cette semaine, ce n'est pas le coup de pied le plus virulent qu'on a donné. Mais je pense que ça en veut en dire long au développement qu'on a à faire. Ça veut en dire long aussi à comment on pense et comment il faut commencer à adhérer notre développement peut-être différemment, peut-être un peu plus style européen, puis adapter nos choses. Moi, la question que je me pose du côté de Team Canada masculin, est-ce que c'est vraiment qu'on est en retard sur le développement ou si on a juste fait une très mauvaise sélection de joueurs? Parce que je pense que du côté du Canada, on aurait pu aller dans la. Tu sais, il y a plein de bons jeunes joueurs calibre AHL ou junior à la limite qu'on n'aurait pas amené. Tu sais, il y a Mason McTavish qui était allé là, du côté de Team Canada, mais on est allé tellement avec une équipe de vieux has-been comme d'habitude. Puis, tu sais, je m'excuse, là, mais Eric Stahl, oui, il a été pas si pire dans le tournoi, là, mais. Tu sais, c'est pas ce genre de joueur-là que tu veux amener là, Non. pour les Jeux olympiques. Puis, tu sais, du côté de la Suède, ben, tu sais, la SHL, c'est quand même une ligue qui est assez forte. Fait que, tu sais, ils ont des éléments de cette ligue-là qui viennent là. Fait que pas pour rien qu'ils ont réussi à gagner contre le Canada J'ai dit 2-0. Slovaquie, hein? Je me suis Hein? trompé. J'ai dit Slovaquie, mais c'était la Suède. Ouais, mais Slovaquie ont gagné une médaille quand même. Puis ça, Ouais. c'est quand même un gros miracle là, pour une équipe là, qui n'a Oh, pas beaucoup de profondeur. Mais ça répète mon coup de cœur aussi avec le fameux espoir, là, Juraf Slavovski, qui va être oui. cette année au repêchage, qui a été dominant dans ce tournoi-là. Attends, hein? Puis on dirait que cette performance, oui, cette performance-là, ça ne fait pas une carrière d'un joueur, mais on le voit qu'il est quand même proche de jouer chez les pros. Puis si le Canadien devait repêcher 3 ou 4e dans ce bout-là, je ne serais pas contre de repêcher un gros attaquant de 6 pieds 4, 225 livres qui patine assez bien comme ça. Le Canadien, il n'y a aucun joueur de ce profil-là, ni dans son alignement présentement, à part peut-être Anderson qui se rapproche peut-être un petit peu plus. Mais encore là, Anderson, il est quoi, 6 pieds 2, 6 pieds 3. Mais Ouais. lui, vraiment, il a 17 ans, puis c'est déjà une pas pire pièce d'or, mettons. Là. Ouais, une Puis, tu sais, même dans les espoirs chez le Canadien, on n'a pas un joueur qui se rapproche de ça non plus. Fait que ce serait quand même une option assez intéressante là, à envisager. Mais pour revenir à mon point initial, je pense que si on avait une équipe plus jeune, plus dynamique et non genre juste des vieux has-been, peut-être qu'on aurait un meilleur résultat. Mais encore là, on ne peut pas avoir la réponse à cette question-là si on ne peut pas faire l'expérience, malheureusement. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on enlève les joueurs de la NHL, après ça, la marche est quand même assez grosse entre l'élite et le reste. Ouais, c'est débile. Fait qu'on l'a vu en tout cas. Coup de pied de mon côté. Ça a sorti là, tout récemment. Sean Avery qui fait un retour dans le monde du hockey. Mais au moins, c'est dans la bonne ligue, entre guillemets, pour lui, la CHL. Je peux pas croire qu'il y a une équipe qui a voulu faire une offre à Sean Avery. Puis là, tu as Georges Larac. Puis tu m'as dit tantôt aussi Matthew Barnaby qui va aussi avoir un petit essai dans la CHL juste pour y casser la gueule. Ouais. Que ça risque d'être un shit show quand même pas pire là, qui s'en vient. J'ai hâte de voir si... En plus, j'ai vu sur Twitter que c'est les Everblades de Floride qui ont tagué Georges Larac là, qui ont demandé s'il était disponible pour telle date pour jouer une game avec 12 mars. eux. Fait que j'ai pas hâte de voir ce que ça va donner cette histoire-là, mais on a-tu vraiment besoin de ça? Je penserais pas. Non, je pense pas. Je pense que si on parlait d'Asben tantôt, ça en est 3 bons qui sont là. Écoute. Matthew Barnaby, il est rendu à quoi? Quasiment 50 ans? Barnaby, je pense qu'il a 44. Il a l'air de 58, mais il a 44. Georges Larac, écoute, il est encore en forme. Il pourrait encore évoluer s'il veut. Mais Sean Avery a quand même juste 41 ans. Il n'est pas passé depuis 10 ans. Fait que, on en a parlé l'autre fois. C'était mon coup de pied, moi, avec la dernière fois. Puis ça allait encore cette semaine. Écoute, est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir ça pour faire la promotion d'une ligue qui tente de plus en plus d'attirer des fans? Je pense pas, mais je pense qu'on fait encore peut-être un coup d'épée dans l'eau. Mais bon, ça va amuser certains gens, ça va en faire parler pour certaines minutes et certains temps, mais on va voir ce que ça va donner. Mais ça ressemble à être.
Je pense que les ligues comme ça veulent se départir des bagarres stupides. Puis je pense que là, on vient juste de donner de l'eau ou plus du gaz au feu. Tu sais comment j'aime les bagarres, là, c'est pas moi qui va se plaindre. Là, j'ai hâte de voir ça, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment un strict nécessaire pour le hockey, je pense. Mais est-ce que ça va arriver réellement? Moi, j'ai comme l'impression que si Sean Avery, pas Sean Avery, mais si Georges Larac signe avec un club de la SCHL, joue contre Sean Avery, moi, j'ai l'impression que Sean Avery va se sauver un petit peu et Ben, qu'il là, va tout faire tu pour vas pas pas acheter les là. gants. Là. Ah non, mais non. Il y a quoi à gagner à acheter les gants contre Georges Rien. Larac? Absolument rien. Rien. Surtout qu'il veut vraiment faire un retour pour de vrai. C'est pas comme si c'était une joke pour un match aussi. Là. C'est vraiment un retour qu'il veut faire et il veut compétitionner dans la SCHL. C'est pas. C'est malheureux, c'est plate ce que je veux dire sur Georges Larac, là, mais c'est pas un bambin qui est ici à Montréal qui veut juste impressionner la galerie. Là. J'en ai vu essayer dans son développement, puis il pense qu'il est capable de faire au moins une ligue professionnelle. On lui souhaite tout, là. Ça peut être un bon joueur, j'en ai vu aussi. Là. Mais écoute, moi je pense que c'est un shit show, puis malheureusement, c'est pas juste lui qui le fait, c'est les autres acteurs qui s'adonnent à ce genre de stupidité-là qu'ils font. Bon, à ce temps que ce segment-là est passé, on va plonger dans le vif du sujet du podcast. Écoute, le Canadien, tout va bien présentement. 4 Ouais. victoires, dernier match, par un jeu blanc. On a battu des équipes comme Toronto, Saint-Louis. Pas de la petite bière, ça, là, quand même. Là. Puis ça, Non. ben, il faut attribuer ça, oui, au travail de Martin Saint-Louis. Mais quel travail du duo, pas du duo, mais du trio de Ah, Caulfield, Anderson et Suzuki. Les trois joueurs qui ont vraiment beaucoup de plaisir dernièrement, récoltent beaucoup de points aussi. Caulfield a explosé également. Puis ça fait du bien à voir parce qu'on commençait à être inquiet un petit peu là, pour Caulfield. ouais. On voyait que la marche était vraiment plus haute que prévu pour son jeu dans la LNH. Mais là, il commence à retrouver les bonnes grâces, il commence à retrouver une confiance aussi. Qu'est-ce que tu penses là, de cette séquence-là du Canadien? Est-ce que tu attribues ça uniquement à Saint-Louis? Est-ce que tu as remarqué peut-être une différence sur la glace aussi? La façon, c'est sûr que Écoute, sur la glace, ah il oui, y a plein de il y a de joueurs l'émotion. qui. Il y a de l'émotion. Je pense que la différence, c'est ça. Euh, Comme on dit, on aime nos petits Québécois, puis on a aimé du champ pour qu'est-ce que donner, mais je pense que, euh, je l'ai dit tantôt en entrée de jeu, c'est l'instinct. Moi, ce que je remarque le plus, c'est l'instinct. Tu ne peux pas demander à un gars, puisqu'on a fait ça à Montréal trop longtemps. Je pense que l'on voit présentement, aussi comme un Nick Suzuki. Là. Suzuki qui a comme Patrice Bergeron. Là. Je m'excuse, là, mais si j'étais en train de me dire encore que Patrice Bergeron, c'est le meilleur Selkie au monde, le gars, il fait quand même 80 points par année. Là. Un Selkie, c'est un bon joueur dans les deux côtés de la patinoire. C'est sûr, quand tu passes ta vie après la rondelle, tu es bon défensif. Donc, moi, je trouve que ce trophée-là, à chaque année, est négligeable. Mais Suzuki et Caulfield, encore plus Anderson, mais je te dirais que les deux plus jeunes jouent avec instinct. C'est ce qu'on n'est pas capable de faire à Montréal depuis des années. C'est cela que tu vois dans d'autres équipes de la nationale que ça fonctionne. C'est des joueurs d'instinct. Les gars se sont fiers à leur instinct toute leur carrière. Tu les amènes à la nationale puis tu leur demandes d'être bons défensivement avant de scorer des buts. J'entends ça en l'antichambre depuis 10 ans. J'entends ça par tous les anciens coachs du monde depuis 10 ans. J'entends ça par tous les coachs québécois depuis 10 ans. On peut pas. Martin Saint-Louis n'a pas réinventé la roue. Il a seulement dit aux jeunes allez jouer, amusez-vous. On a un processus. C'est un plan de match où c'est pas. Il faut juste faire des maudits buts et des passes. Il faut faire des erreurs, puis il l'a dit en entrevue. Il fait des erreurs, et puis si on n'a pas de but contre, ça va faire quoi? Tu fais des erreurs. Tout le monde a fait des erreurs. Il a fait toute sa carrière lui, avec des erreurs, Martin Saint-Louis. Mais la grosse différence, c'est que je pense que les vétérans sont contents de s'amuser sur la glace, n'ont pas peur. Ça doit être fatigant là, d'en revenir au banc après chaque match. Tu t'es fait planter 7-0, 7-1, 8-2, 3, 4-0, tu perds, tu gagnes 3-1, tu te fais planter 3 buts en 5 minutes, comme ça arrive plein de fois dans cette année. Puis après ça, tu fais des séances vidéo. Là, ça fait tu te fais dire, c'est des erreurs défensives là, puis des erreurs défensives là. Moi, je l'ai dit, Jeff Petrie, on a craché dessus toute l'année. Ça reste un des meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue depuis les 5-6 dernières années. C'est un gars qui joue par instinct depuis toujours. C'est pas un joueur défensif. Chez Weber est parti, on a demandé qu'il soit le défenseur numéro 1. Ce n'est pas un défenseur numéro 1. On le voit présentement, le Chariot est capable de faire semblant de Weber. Pourquoi? Parce qu'il est bon défensivement. Une bonne relance, mais il ne fait pas de points. Petrie, c'est un joueur offensif. Et là, on voit que ça va mieux, ça cadre mieux, il s'amuse. On a craché sur ces gens-là toute l'année pour absolument rien, alors qu'on s'en rend compte. Là. Tu l'as dit tantôt, peut-être que changer le coach, c'est la meilleure chose qui pourrait arriver. Mais moi, je pense qu'on a juste dit aux jeunes et au monde, hey, c'est un jeu.
jouez au hockey, gardez la rondelle, faites-vous des bons jeux, mais n'oubliez pas qu'il faut revenir, puis il faut aider notre goaler. Écoute, c'est pas compliqué, on avait quoi, une moyenne de 50 lancés depuis les 4 derniers matchs avant que Duchamp se fasse congédier. Puis là, on en reçoit quoi, entre 27 et 32. C'est impossible que c'est Martin Saint-Louis qui est arrivé et que ça fonctionne comme ça. C'est un tout, selon moi. C'est un standard d'équipe qui a changé. Puis avec la nouvelle organisation et la nouvelle administration, ils se sont dit, regardez, tout le monde est en essai, tout le monde veut jouer, tout le monde veut s'amuser. Amusez-vous, on fait ce qu'il faut. Là. C'est tout. Moi, ça je le vois. L'émotion. Non, effectivement. Puis en plus, du côté du Canadien, ce qui est intéressant, c'est que cette séquence-là pourrait se poursuivre parce qu'ils jouent contre Ottawa puis Winnipeg samedi et mardi. Jeudi prochain, ça risque d'être plus compliqué un peu contre les Flames là, qui sont tout feu, tout flamme. Mais sinon, je pense que le Canadien peut quand même remporter le match dans la fin de semaine et celui de mardi contre les Jets qui, eux, ont le mot inconstance là, détampé dans le front depuis le début de la saison. Ça n'a juste pas de sens. Épouvantable. Mais non, honnêtement, comme tu as mentionné, on dirait que tout le monde a ressuscité là, dernièrement. Puis non seulement les matchs sont plus le fun à regarder. C'est sûr que quand l'équipe gagne, c'est toujours le fun. Mais même si le Canadien perdait ces matchs-là, c'était quand même des bons matchs, le fun. Un bon duel de gardiens, entre autres, contre les Highlanders. Là, Andrew Hammond, qui a récolté sa première victoire depuis 2016. Ça aussi, c'est une belle histoire. Là. Ouais. Puis il a vraiment bien gaulé dans ce match-là en plus. Donc, puis là, tu as Montembeault après ça qui signe un jeu blanc. On dirait que tout revire d'abord du côté du Canadien. Puis pourtant, c'est la même équipe depuis le début de l'année. Il y a encore des blessés. Price n'est pas là. Weber, on sait qu'il n'est pas là non plus. Mais Edmondson n'est toujours pas revenu. C'est la même équipe que là 3-4 semaines où c'était Duchamp qui était là. Fait que c'est fou à quel point juste une nouvelle mentalité peut changer. Puis tu parlais tantôt que Saint-Louis a probablement dit aux joueurs, regarde, c'est pas grave si vous faites des erreurs, mais allez produire, là, surtout pour les Caulfield et Suzuki. J'ai bien aimé un segment de Guy Boucher à Ongeance cette semaine qui disait, souvent, dans le développement, ce qu'on fait comme erreur, c'est qu'on tape sur le clou ces joueurs de faut que vous améliorez dans vos faiblesses. Mais c'est pas ça, c'est que vos forces, faut que vous travaillez encore plus sur vos forces, puis un petit peu sur vos faiblesses. Parce que sinon, si tu travailles trop sur tes faiblesses et que tu négliges tes forces, ben maintenant, oui, tu vas t'améliorer au niveau de tes forces, mais au niveau de tes faiblesses, mais ta force, ça va descendre, puis à un moment donné, tu vas devenir juste un joueur bien ordinaire. Tandis que si tu continues à travailler sur tes forces, ben, tu vas devenir encore meilleur dans tes forces, puis un petit peu, peu à peu, tu fais travailler sur certaines choses où il y a des lacunes. Fait qu'à un moment donné, il va rester dans le top dans ses forces. Puis à un moment donné, tranquillement, il va monter au niveau de ses faiblesses. Puis c'est ça qui va faire en sorte qu'il va devenir un bon joueur de hockey. Moi, j'ai l'impression que du côté de Caulfield, on a tellement voulu qu'il soit plus efficace le long des rangs, plus efficace défensivement, mais c'est pas sa game. C'est juste pas sa game. Lui, il est là pour remplir le net. Il est là pour produire offensivement. C'est un gars de power play aussi. Puis là, présentement, c'est exactement ce qu'on voit du côté de Caulfield. Puis Suzuki, lui, c'est peut-être plus le joueur two-way. Mais je pense qu'on a tellement voulu l'étouffer défensivement aussi qu'il a oublié un peu comment scorer des buts. Puis là, du côté de Saint-Louis, on a slacké un peu. On a dit, regarde, justement, va t'amuser, va marquer des buts, va produire. Puis là, on retrouve le Suzuki qui est productif. Je pense que du côté de l'ancienne garde, on a trop voulu que ces joueurs-là soient tellement bons défensivement que finalement, là, offensivement, il n'était plus capable de rien faire parce que le gars sait que s'il fait une erreur, ça, c'est une autre affaire. S'il fait une erreur, il va se ramasser sur la 4 la game d'après. Fait que, comment tu veux que ton jeune se développe quand il sait que la moindre erreur, il va se ramasser avec 9 minutes de temps de jeu quasiment? Là. Exact. Puis tu regardes les temps de jeu, tout le monde a augmenté. Parfois, il est rendu à 17, 18, 19 minutes par game. C'est un peu pour ça que je pense que on néglige souvent les anciens Canadiens depuis les 25 dernières années. On n'a pas eu de joueur d'impact sur Vincent D'Anfos, je te dirais, qui a été vraiment un producteur offensif. Donc, c'est difficile de démontrer à ces jeunes-là la culture du Canadien. Puis, on en parle assez souvent. Pourquoi c'est difficile de venir jouer à Montréal? Pourquoi c'est difficile d'être Québécois à Montréal? C'est peut-être ça le problème. On s'attend à ce que tu ne fasses jamais d'erreur, mais que tu produis 100 fois par année. Ça n'arrivera pas. Non. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. McDavid score 140 fois par année. Pourquoi? Mais il est moins 32 ou il fait plein d'erreurs, mais il va faire des buts pour préparer ses erreurs. C'est ça un joueur d'impact. C'est pas tout le monde qui est un Sidney Crosby.
C'est pas tout le monde qui est un gars qui est capable de jouer les deux zones presque parfaitement, puis en plus de faire des points. C'est des joueurs d'exception. Il n'y en a pas un par équipe. Là. Il y en a certains dans la Ligue nationale. Des Kopitar, des Bergeron, des Sidney Crosby. T'sais, on a tout le temps les mêmes trois noms, mais nomme-en 10 dans le même, il n'y en a pas 25. Là. Donc, il faut comprendre que surtout des jeunes joueurs comme Suzuki, surtout des jeunes joueurs qui ont beaucoup de pression. T'sais, Suzuki, il vient de signer un contrat de 8 ans de 64 millions, je pense, quelque chose comme ça. Donc, c'est un contrat qui va peser lourd sur lui. Il sait qu'il y a un Gallagher en arrière qui lui donne des millions aussi. Puis imaginez-vous un gars comme Gallagher qui est pété partout, s'est donné à fond toute sa carrière pour Montréal. Là, on crache dessus sur son contrat. Puis c'est pas un bon contrat. Pourquoi? Parce que Marc Bergevin était trop émotif. C'est pas normal qu'un DG pleure à une conférence de presse parce qu'il aime son joueur. Ça n'existe pas. Ça. C'est pas ça qui marche. Donc là, je pense qu'on est en train de restructurer. On en parlait un petit peu vaguement tantôt. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent à Montréal. On a entendu aujourd'hui, tu en as parlé avec moi avant le podcast, Jeff Gorton et Ken Hughes qui cherchent pour un joueur d'impact l'année prochaine. Donc, je pense qu'on a compris. Puis je pense que depuis que Martin Saint-Louis est là, l'évaluation de l'équipe a beaucoup changé. Puis on se rend compte que, hey, on a peut-être une meilleure équipe qu'on pense. Puis peut-être que si on grève certains éléments importants, on va aller chercher peut-être une meilleure saison l'année prochaine puis faire une reconstruction ou un volte-face rapide. Un peu comme les Rangers ont fait. Moi, je pense que c'est vers là qu'on s'en va. Puis Max, tu nous allais m'en faire tantôt avant le podcast. Moi, je pense que c'est peut-être vers là qu'on s'en va. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que, mais écoute, on est capable de gagner avec cette équipe-là contre des grosses équipes. Pourquoi? Parce qu'on a un travail qui est bon, mais parce que les jeunes, ils veulent jouer. Parce que les vétérans embarquent là-dedans. Écoute, même après à dire que je ne suis pas sûr que Petru va partir, je ne suis pas sûr que Ben Sherrod va partir non plus. Je ne suis pas sûr qu'il va laisser aller ces gars-là pour rien. On va en parler tantôt parce qu'on va parler d'échange de Toffoli. Bon move, mauvais move. Dur à dire. Dur à dire. Depuis qu'il est parti, ils ont 5 victoires en 6 games. Tu sais, c'est-tu à cause que Toffoli est parti? Je pense pas. Je pense que c'est un gars qui voulait jouer à Montréal. Je pense que c'est un gars qui aimait la ville de Montréal. Et c'est un gars qui, comme tous les joueurs nationaux, j'ai vu encore des frasques dans la Gazette et dans les médias anglophones. Toffoli voulait partir, blablabla. Écoute, chaque joueur connaît la situation. Chaque joueur sait qu'il peut partir n'importe où. Toffoli, je pense qu'il est honnête en disant qu'il a mis son séjour à Montréal. Mais c'est sûr que si le DG dit, garde, je vais peut-être t'échanger, il va dire, ben c'est beau, je vais m'en aller. Ça ne me dérange pas de m'en aller. Et tout le monde va dire ça. Il n'y a pas personne qui va dire crucial et vétéran international qui va rester à une place. Ça n'existe pas. Pas dans le national de nos jours. Carey Price voulait aller jouer à Seattle. C'est ça qu'il voulait jouer à Seattle. Il n'est pas là chez eux. Ça fait 15 ans qu'il est à Montréal. Tout le monde crache dessus à chaque année. Il faut arrêter de voir des ballons puis des ballons roses partout puis de voir des licornes. Là. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une business. Puis présentement, on se rend compte dans cette business-là qui est à Montréal que, Caroline, on peut s'amuser. On a des gros talents qui s'en viennent. Cole Caulfield n'est pas devenu un bon joueur après 37 rencontres avec nationale. C'est déjà un bon joueur l'année passée qu'on a étouffé, comme tu dis. On a essayé de faire un joueur meilleur défensivement, alors que c'est un petit cul de 21 ans qui a scoré je ne sais pas comment de buts dans la NCAA. Puis la seule chose qu'il sait, c'est que s'il lance au but, 37% du temps, il score. C'est tout, là. Donc, tu ne peux pas demander à un joueur comme ça de devenir finalement, mais tu vas scorer 15% du temps, mais tu vas finir plus 27. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. C'est pas comme ça. Il va finir plus 27 parce qu'il va scorer 53 buts. C'est ça qui va arriver. Je ne dis pas qu'il va scorer 53 buts, mais l'exemple est là. Mais j'ai vu ça passer aussi beaucoup cette semaine. Puis par tous les médias, puis là, ça parle Sportsnet en Toronto, Sportsnet à Vancouver, Sportsnet partout, même à NBC aux États-Unis. Est-ce que Dominique Ducharme vient de tuer le rêve du Rookie of the Year à Cole Caulfield? Écoute, si Cole Caulfield continue comme ça sur un train de fou comme ça pendant encore 20 matchs, puis il se ramasse avec 30 points, ou se ramasse avec 33, 33, 35 points dans la fin de l'année, on va savoir dire, hey, s'il aurait fait des buts dans les 37 premiers matchs, ça aurait été quoi? Ça aurait été un autre game, là. Écoute, tu as touché plusieurs sujets en rafale. On va y aller bloc par bloc. Le premier que tu as mentionné, c'est la déclaration. En fait, tu as mentionné que Ken Hughes et Jeff Gorton seraient actifs là, cet été. Ils voudraient chercher du gros talent. Ça vient de Pierre Lebrun qui a mentionné ça aujourd'hui ou hier, si je ne me trompe pas, que du côté de Ken Hughes et Jeff Gorton, le plan, c'est pas vraiment de reconstruire, là, de tirer l'équipe à terre et recommencer à zéro comme un peu l'Arizona sont en train de faire. Ils veulent vraiment faire des gros moves cet été pour essayer de restructurer le noyau de l'équipe. J'ai hâte de voir avec quel argent ils vont réussir à faire ça. Mais si, mettons, on se prête au jeu,
j'ai regardé la liste des joueurs autonomes qui s'en viennent, puis honnêtement, j'en ai ciblé 2 qui pourraient m'intéresser. En fait, mes critères, c'était des joueurs pas trop vieux parce que la prochaine cuvée des joueurs autonomes est très vieille. Là, on a des Evgeny Malkin à 35 ans, Claude Giroux, 34 ans, Phil Kessel, 34, Le Temps à 35, Pavelski à 37, Bergeron à 36. Mais Bergeron, d'après moi, ça va être un Bruins jusqu'à la fin de sa carrière. Oh, Radulov, 35. Mais il y a quand même Johnny Gaudreau, 28 ans, que ça pourrait peut-être être intéressant. Mais il y a 2 autres joueurs que j'ai ciblés qui m'intéresseraient vraiment, des joueurs de talent. Dont un que je suis quand même assez surpris qui serait disponible. Là, ça a même été sorti là, dans les derniers jours que les Prédateurs voudraient choper Philippe Forsberg. Lui qui a 27 ans seulement, 44 points cette année, 26 buts. Un attaquant droitier qui joue à gauche. Un bon marqueur de but. Et l'autre, c'est Thomas Hertl qui joue présentement avec les Sharks de San Jose. 40 points, 22 buts, 18 passes. Moi, c'est pas mal les 2 joueurs que j'aimerais ça voir le Canadien réussir à mettre la main dessus. Un des 2, évidemment, parce que les 2, ça serait un peu difficile avec la masse salariale. Parce que sinon, le reste, veux-tu vraiment te risquer à signer Malkin qui se blesse pratiquement à chaque année, gagne déjà 9,5 millions. Il va demander combien pour les prochaines années. Ça fait peur un petit peu. Claude Giroux, c'est tout le temps en dents de scie un peu dans son cas. Une bonne saison, une moins bonne, une pas pire. Après ça, une moyenne. Pas de bon leader non plus. Ça a l'air beaucoup de choses qui sortent cette année à Philadelphie disant que ouf. Parce que le problème serait peut-être justement Claude Giroux au niveau des responsabilités de capitaine qui ne fonctionnent pas. Puis Johnny Gaudreau, oui, il a 64 points en 49 matchs, toute une saison, mais c'est un autre attaquant à petit gabarit. Par contre, Ken Hughes et Jeff Gorton ont mentionné qu'ils voulaient bâtir avec de la vitesse et du talent. Ben, Gaudreau, c'est pas mal ça qu'il amène, mais c'est un autre attaquant de 5 pieds 7, 5 pieds 8. On a déjà Caulfield. Est-ce que tu veux vraiment 2 gars de 5 pieds 7, 5 pieds 8 dans ton top 6? On dirait que j'ai des doutes un peu, mais en même temps, si le Canadien a réussi à signer Gaudreau, je ne serais pas en maudit non plus. Mais ce ne serait pas mon premier choix, mettons. Là, j'irais plus avec un Forsberg ou un Hertl. Sinon, il y a Max Domi qui pourrait faire un retour à Montréal. Non. J'étais un peu dans le doute là-dessus. Un qui pourrait être intéressant aussi, il a 31 ans par contre présentement. Nazem Kadri, qui en plus d'amener du talent, de la vitesse, il amène du grit aussi. Mais il est à 31 ans présentement. Combien de bonnes années il y a vraiment encore derrière la cravate? C'est une question qui mérite d'être posée. Mais sinon, c'est pas une grosse cuvée. Il y a Ryan Strome aussi, mais est-ce que c'est juste parce qu'il est avec les Rangers qu'il joue avec Panarin ou Kreider que ça aide ou s'il peut vraiment être un attaquant de premier plan? Ça aussi, j'ai des doutes là-dessus. Fait que honnêtement, en voyant la liste, là, je vois pas vraiment, comme j'ai mentionné, à part Pierre Lebrun qui a avancé. Il y a Pierre Lebrun qui a avancé aussi à Artemi Panarin. Je te le rajoute sur le point. Moi, je pense que ça serait un long shot. Mais Panarin, je pense pas qu'il est un joueur autonome sans compensation. Tu vois, il n'est pas dans la liste présentement. Peut-être par voie de transaction qui pourrait s'amener à Montréal, mais en même temps, c'est parce que Panarin a un gros contrat. Puis si on prend en considération que Price va revenir l'an prochain, mais là, justement, par Price, le Canadien va faire une mise au point dans son cas de demain. Bien hâte de voir c'est quoi l'annonce que le Canadien va faire. Parce que c'est quand même un 10,5 millions qui est sa masse présentement. Puis si tu veux signer des gros joueurs, il faut soit que tu fasses un gros ménage à date limite des transactions, que Petrie parte, Sherratt parte, Anderson parte ou je te fous pas quoi, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'il charge une coupe de contrat là-dedans parce que ça peut être Joe Drouin aussi qui peut partir. Parce que si on veut signer des joueurs cet été, ça va prendre du cap space. Oui, oublie Panarin, décidé par Jeff Gorton en 2019, mais il est encore sous contrat jusqu'en 2025-2026. À 11,642. Ah, c'est ça, c'est un pas pire contrat, mettons, Panarin. Je ne savais pas qu'il était je pensais qu'il était sans compensation fin d'année, mais il est encore signé pour 4 ans. Ouais, écoute, une nouvelle pour Price demain. Puis selon les dires que j'ai parmi une couple d'informateurs que je check rapidement puis que je parle, ça ne serait pas une si mauvaise nouvelle que ça. On voudrait annoncer que Price pense encore revenir cette année, travaille pour ça. Il n'y a pas de recul selon les dires, mais qu'on serait à un plan peut-être encore un petit peu neutre, mais recommencerait à patiner la semaine prochaine sur la glace. Donc, je pense que vraiment du côté de Price, on veut vraiment revenir au jeu, on veut tester le genou le plus possible. Mais du côté du Canadien et du camp Price, je pense qu'on va être prudent. Justement parce que je pense que Price ne voudra pas retourner au bistouri si jamais ça se reproduit. Donc, je pense qu'on veut vraiment mettre le genou à 100% le plus près, en tout cas le plus près possible.
pour voir vraiment qu'est-ce que ça va donner. Pas faire un Ben Bishop dans notre monde là, ou un tout carrasque ou peu importe. Là. Mais je pense qu'on veut vraiment tester le genou en plus meilleure santé possible pour un retour à long terme ou à moyen terme, on va dire, pour Carey Price. Je pense pas que. Je pense que ça va être son dernier droit avant d'aller vers une reconstruction du genou encore une fois. Donc, c'est ce que j'entends du côté dans les coulisses là, un peu partout. Un autre point que tu as touché, c'est la transaction de Tyler Toffoli, Canadien qui a échangé Toffoli aux Flames en retour d'un choix de première ronde. Un choix de deuxième ronde qui a été Emil Heinemann en 2020. Donc, ça équivaut à un choix de deuxième ronde. Et un choix de 5, je pense. Puis Tyler Pitlick, ou Tyler Pitlick tout simplement. Tyler Pitlick, mais un choix de 5 en 2025. Puis d'ailleurs, qu'on n'a toujours pas encore de nouvelles de Tyler Pitlick quand il va se joindre aux Canadiens. Fait quasiment une semaine et demie que le trade a été fait. Puis... son frère Rem était en entrevue à 91 aujourd'hui, puis j'ai vu ça passer. Monsieur Tyler Pitlick a été papa hier. Oh! Donc, sa conjointe qui a accouché d'un petit garçon hier. Donc, c'est pour ça qu'on ne le voyait pas. Il est aussi passé par. Il est blessé de toute façon, je pense, Tyler Pitlick. Je pense qu'il y a une blessure aussi qui traîne depuis une couple de semaines. Mais la raison majeure serait pourquoi ce n'est pas reporté à Montréal encore, c'est que sa conjointe a accouché d'un petit garçon hier. Bon, fait que ça explique bien des affaires. Effectivement, c'est assez valable comme motif d'absence. Maintenant, mes réactions face à ça, honnêtement, j'étais un peu surpris que ce soit le premier qui parte. Ouais. Je pensais pas que Toffoli allait quitter. C'était un bon contrat, un bon marqueur de but. Mais en même temps, je pense que qu'est-ce que le Canadien a reçu en retour, c'est pas mauvais. Un choix de première ronde, on ne sait jamais qu'est-ce que ça peut donner. Emil Heinemann, visiblement, était vraiment bien coté par l'organisation. Pitlick, ben, c'est un joueur qui va être joueur autonome à la fin de la saison. Donc, je pense que c'est juste un gars qui va remplir un chandail pour finir l'année. Puis après ça, ciao bye. Non, honnêtement, très surpris. Je pensais que ça allait plus être un gars comme Chara ou Petrie qui allait quitter en premier. En plus, Toffoli était apprécié là, dans le vestiaire, selon ce qu'on peut entendre. Il était très apprécié par les jeunes, dont Suzuki et Caulfield. On avait peur que son départ allait shaker un petit peu les deux jeunes, mais visiblement, ils ont quand même très bien répondu depuis l'arrivée de Saint-Louis. Ils produisent beaucoup. C'est un gars, comme tu as mentionné, qui aimait Montréal. Sa femme aimait Montréal aussi. Ouais. Je pense qu'il était déçu d'être échangé. Je pense qu'il aurait voulu rester à Montréal. Ouais. Mais en même temps, on dit tout le temps que le hockey, c'est une business. Puis je pense qu'on a eu la meilleure preuve là. Puis Toffoli qui a déjà marqué son premier but à son premier match avec les Flames. Il a récolté une passe ou un autre but par la suite. Ouais. Puis, non, honnêtement, ça fait bizarre de voir Toffoli dans l'uniforme des Flames. Mais je pense que le Canadien a eu un bon retour. Est-ce qu'il n'aurait pas avoir mieux en attendant un petit peu plus longtemps à la date limite? Peut-être. Peut-être. Mais on court toujours le danger que le joueur se blesse aussi puis que finalement, on ne soit pas en mesure de l'échanger. Ça passait pas avec Sherratt qui a été placé sur la liste des blessés la semaine dernière. On commençait à capoter un peu. Finalement, c'était pas à long terme. Fait que, non, je pense que le Canadien a eu un bon retour. C'est sûr que pour Heinemann, son potentiel, moi, je pense que c'est un joueur qui va pouvoir jouer dans la LNH, mais dans un rôle plus de soutien, c'est un troisième trio. Peut-être dépanner sur une fois de temps en temps parce qu'il a un bon lancer. C'est un gars qui est capable de marquer des buts. Mais est-ce que c'est un gars qui peut être hyper offensif dans la LNH? Je serais surpris, mais on ne sait jamais. Des fois, il y a des joueurs qui débloquent un peu plus tôt que tard. Plus tard que tôt, je veux dire. Mais ça reste quand même là, un joueur qui va probablement jouer dans la LNH si tout va bien. Il a 20 ans présentement. Il est encore sous contrat, je pense, pour 2-3 ans encore en Suède. Il peut rester là-bas s'il veut. Sinon, on peut l'emmener à Laval aussi. Mais je pense qu'il y a une clause, par exemple, dans son contrat, un peu comme à la Norlinder, que s'il ne fait pas de club à Montréal, il doit retourner en Suède. Mais comme je mentionné tantôt, la SHL, c'est quand même une très bonne ligue. Donc, je ne suis pas trop inquiet de son développement là-bas. Il fera le saut dans la LNH quand il va être prêt. Pas obligé de passer par Laval. Ça peut être en Europe qui reste là, puis par la suite, on l'amène quand il est prêt. Oui, je suis d'accord. Puis, au niveau de cet échange-là, Heinemann est vraiment l'élément clé. Je pense qu'aussi du côté de Ken Hughes et Gorton, on pensait peut-être pas que les Flames en auraient 10 collés présentement. On ne pensait pas non plus peut-être qu'ils finiraient dans le top 6 ou top 7. Je pense qu'on visait peut-être un choix autour de 21, 22, 23. Mais visiblement, ça va être un petit peu plus haut. Écoute, comme tu dis, un choix premier ronde, c'est jamais un mauvais choix. Évidemment, l'encan 2022 n'est pas l'encan la plus incroyable, mais un vol, ça se fait toujours. Puis je pense que tant qu'à avoir une année un petit peu plus difficile puis taper dans le top 5 et dans le top 20
25, je veux dire, pourquoi pas. Tu vas avoir 2 choix de première ronde. Ça peut être aussi une moyen de monnaie d'échange pour d'autres choses. Mais comme tu dis, je pense qu'on était surpris que ce soit Toffoli. Je pense que puis Ken Hughes, qui est d'ailleurs très transparent depuis son arrivée, là, dit vraiment ce qu'il a à dire dans les entrevues. Et carte sur table pour tout. Là, vraiment dit, on est allé à la meilleure offre qu'on avait. Donc, celle qui m'a donné la meilleure offre, je l'ai échangée, point final. Donc, c'est le fun. Ça fait différent de Bergevin. Mais de mon côté, je pense qu'on y a été peut-être. C'était un très bon contrat, Toffoli. Je pense qu'on a voulu y aller dans les deux côtés. Puis là, je pense que présentement, on regrette peut-être pas le mot, mais on se dit peut-être que, regarde, ça va mieux que ça allait, puis on va avoir des choix de plus l'année prochaine. Déjà, le Canadien a une bonne. Faudrait-tu me le dire, je ne sais pas de vive voix comme ça, mais comment on a le choix de repêchage cette année chez le Canadien? On devrait en avoir encore pas mal. Donc, On a trollé, puis là, on est rentré avec 2 shots de première ronde, chose qu'on n'a pas vu depuis un ça. méchant bout. Je pense que j'ai jamais vu ça, 2 shots de première ronde pour le Canadien dans le même draft, là, depuis Ça fait que je très suis ça. longtemps. Puis il pourrait peut-être en avoir plus si Charrett part, si Petrie part, on ne sait pas. Mais donc, du côté du Canadien, on dit tout le temps que. Moi, ça me fait rire que les experts disent sur Twitter c'est pas un gros draft cette année, puis tout ça, parce que on le sait pas, c'est un coup de dé le draft. En 2017, on disait la même affaire, que le top 10, là, c'est pas très relevé, il n'y a pas vraiment de gros talent là-dedans. Puis pouf, il y a un Kyle McCarr qui est sorti là, puis que c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue présentement. Fait que tu sais, c'est toujours ça le repêchage. À chaque année, on dit tout le temps c'est pas une cuvée ou le contraire, on dit que c'est une extrêmement. La cuvée de 2013, c'est censé être de shit. Oui, il y a eu McKinnon, il y a eu Jones, il y a eu Drouin, ça a été moyen. Mais finalement, ça n'a pas été un draft si profond que ça. Puis à l'inverse, comme j'ai mentionné en 2017, on disait bof, c'est un draft qui va être bien ordinaire. Puis il y a des gars comme Kyle McCarr qui sort de là, que ça va être un Norris, un candidat pour le Norris année après année pendant encore de longues années. Fait que tu sais, le draft, on peut juste le juger 5 à 10 ans plus tard. Est-ce que présentement, tu sais, c'est comme je voyais encore cette semaine, là, encore du bashing assumé encore sur Shane Wright, qu'il y a des recruteurs qui ne trippent pas dessus, puis tout ça, mais attendons, là, on ne sait jamais. Puis, des fois, il ne faut pas oublier que Shane Wright, l'année passée, il n'a même pas joué au hockey de l'année. Là. Ça, il y a plusieurs personnes qui l'oublient. C'est une année de développement qui a complètement scrappé. Puis, il avait connu une très bonne saison à son année où il avait été nommé joueur d'exception, où il a pu jouer dans la OHL à 15 ans. Il avait une très bonne année. Là, ensuite, l'année suivante, ben, pas de hockey. Fait que finalement, il n'a pas pu poursuivre là-dessus. Puis là, il revient cette année, puis la pression du premier choix, puis tout ça. Tu sais, à un moment donné, on peut-tu lui donner une chance, s'il vous plaît? Puis dernièrement, il a débloqué en plus Shane Wright. Fait que moi, je comprends juste pas le monde qui bâche dessus puis qu'ils disent que c'est un joueur ordinaire. On verra bien dans 5-10 ans. Ça se peut que ce soit un flop, mais on peut-tu attendre que le gars soit drafté? On peut-tu attendre qu'il ait joué des games dans la NHL avant de juger, s'il vous plaît? Oui, c'est surtout qu'à 16 ans, on s'entend que 16 ans, on développe, notre maturité pogne un coup. Là. On a tous passé par notre 16 ans. Là. On devient plus fort physiquement, on devient plus gros et grand. Donc, c'est vrai que, comme tu dis, Shane Wright, c'est une grosse année qui a manqué. Moi, depuis le début, je dis que c'est probablement le choix numéro 1. On a beaucoup de monde qui parle aussi du russe là, qui fait bien. Là. C'est-tu le russe ou le slovékien? Slavkovski, c'est un Slovaque. Non, le slovaque. Donc, comme tu dis, c'est tellement aléatoire, c'est un coup de dé. À chaque année, il y a des flops, à chaque année, il y a des bons. Un choix de 5e ronde, finalement, qui devient un joueur élite ou un choix de première ronde qui fait rien. On l'a vu avec Yakupov. On l'a vu avec plusieurs. Là, donc, à un moment donné, il faut laisser le temps aux joueurs de se développer. C'est tous des enfants, là, 16, 17, 18 ans. Là. Pas des adultes de 25 qu'on repêche. Non, effectivement. Puis, comme j'ai mentionné, là, qu'on laisse le temps faire les choses avant de juger la qualité d'un draft. Il y a tellement d'impondérables aussi. Tu commences à tu as 18 ans. Là. Penses-tu vraiment que tu es développé à ton maximum? Il y a des joueurs qui prennent plus ça au sérieux que d'autres first. Il y a des joueurs qui se développent plus tard. Il y a des joueurs qui plafonnent plus vite. Donc, il y a tellement de trucs là, qui peuvent se passer. Fait qu'on verra dans 5-10 ans si Shane Wright est effectivement un flop ou pas. Écoute, on va y aller avec quelques nouvelles en rafale. Une nouvelle qui a fait ça un peu, l'annonce là, des Maple Leafs concernant son choix de première ronde, Rodion Amirov, qui a une tumeur au cerveau, 20 ans seulement. Écoute, j'ai été sur le cul. Pour vrai, là, de voir, je ne veux pas dire que c'est
dommage parce qu'il y a 20 ans, puis que, tu sais, mettons, une personne de 65 ans, ce serait normal, puis pas Ouais, vraiment, là, non. je veux dire, peu importe l'âge, là, c'est jamais le fun. Mais en tout cas, ça fesse de voir quand des jeunes qui sont en forme comme ça, qui ont des problèmes de la sorte, on va souhaiter à Mirov que ça va finir par se régler, mais disons que du côté des partisans des Leafs, je commencerais à être inquiet pour toutes les raisons, autant au niveau hockey, mais au niveau également du joueur côté humain aussi. Ouais, puis ça fait ça, c'est un jeune en fleur de l'âge. Je vois très bien encore cette année. Puis, écoute, c'est là que tu vois que la vie est sur un fil. Hein, je les connais à mes dépens, puis on s'en rend compte de plus en plus, mais même chose pour toi, là, tu sais. Puis, moi, je souhaite juste du bien à ce petit garçon-là. Le petit garçon, il a 20 ans, là. Mais je parlais d'un gars de 64 ans qui parle, là, mais je souhaite juste du bon à cette personne-là parce que c'est rien de fun. J'espère que les Maple Leafs vont le supporter. Puis, j'ai quand même aimé la vague d'amour sur Internet d'un peu partout. Ça, c'est pas juste les fans des Leafs, mais les médias. Puis, tout le monde, la toute-sphère a quand même donné de bons commentaires. Puis, a souhaité la bonne chance à ce petit garçon-là. Puis, moi, je souhaite de s'en sortir. C'est l'important. Autre sujet, ce soir, on procédait au retrait de chandail de Pekka Rinne, gardien Ouais. qui. Dommage qu'il ait eu quand même pas mal de blessures dans sa carrière, mais je pense que c'est un gardien qu'on a oublié un peu avec le temps. Tu sais, on parlait beaucoup des Luongo, on parlait beaucoup des Brodeur, des Lundqvist et compagnie. Puis Rinne, pourtant, c'est comme le Dark Horse à chaque fois qu'on parle pas bien, Ouais. mais qui fait sa niche puis qui continue à récolter des victoires. Donc, honnêtement, là, je suis très content que les Preds aient pris la décision de retirer son chandail parce que ça a été un peu le visage des Preds dans les dernières années. Tu sais, les Ça a Preds été. ont jamais eu. Ben, ont jamais eu. Là, ils ont présentement Forsberg, Duchesne, entre autres, et Johansson. Mais avant ça, ils n'ont jamais vraiment eu des joueurs ultra offensifs. Tu sais, l'image des Preds, c'était Pekka Rinne. Donc, on va Mhm. féliciter le gardien finlandais qui a vraiment une belle carrière. C'était un de mes gardiens favoris après Carey Price, évidemment. Il a été Mais beaucoup aimé en Ligue nationale. Hein, puis, ça a été un goaler. Moi, je pense que, tu dis le Dark Horse, là, mais moi, je pense que c'est malheureusement, à Nashville, on en parle toujours moins de cette équipe-là, mais c'est un goaler qui, dans n'importe quel marché de hockey, a été une vedette. Je pense que c'est un gars qui a tenu les poteaux de cette équipe-là longtemps. Et d'ailleurs, une petite nouvelle pour nos fans du Canadien, chez Weber était présent à la rencontre pour féliciter son ancien coéquipier. Donc, c'est quand même il y a eu une très belle ovation en passant. Donc, c'est le fun d'avoir ça, puis c'est bien mérité. Puis je trouve que de plus en plus, les équipes retirent les chandails rapidement de leurs joueurs qui ont été d'impact. Ça, je trouve ça le fun parce qu'on n'a pas le temps de les oublier. On n'a pas eu le temps d'oublier Pécoriné, les gardiens des Preds depuis les dernières années. Donc, c'est une belle mention d'honneur pour les prédateurs, je pense. non, puis tu sais, je trouve que c'est mieux justement de retirer le chandail d'un joueur, c'est pas longtemps après que sa carrière soit terminée. Tu sais, c'est comme un peu je vais dire le dernier clou dans le cercueil, mais c'est pas tant positif en disant ça. C'était Ah, pas ça bravo! que, pas ça que je voulais dire, mais tu sais, c'est comme une belle façon de dire au revoir au joueur qui vient Ouais. de terminer sa carrière au lieu d'attendre genre 20 ans après puis que le joueur soit peut-être même plus assez ludique là, pour assister à ça. Tu sais. Il y a tellement des exemples à Montréal là, qu'on a Ah, mentionné ben qu'on a oui. attendu beaucoup trop tard pour retirer un chandail. Tu sais, on a retiré des chandails de joueurs qui sont décédés. Tu sais, on aurait pu faire ça pas longtemps après leur carrière pour qu'ils puissent Ouais. vivre ça. Fait que non, chapeau aux Preds là, qui ont pas attendu pour célébrer la belle carrière de Pekka Rinne. Y avait-tu des sujets que tu voulais toucher, Stéphane, ou si on Écoute, passe sur comme je te réception tout de suite? parlais, job occupe. J'ai été pas mal occupé la dernière semaine. Écoute, je vais surtout féliciter Team Canada féminin. Oui, c'est Écoute, d'être là que je m'en allais parce qu'on a chié un petit peu sur l'équipe masculine, mais l'équipe féminine, elle, oh, au contraire, a juste tout cassé dans ce tournoi-là. c'était la meilleure de l'histoire à date. Je pense que oui. Écoute, incroyable. Madame Médaille d'or. Écoute, on a eu le Golden Goal avec le fameux Sidney Crosby, mais écoute, Marie-Philippe Poulain est incroyable. Et d'ailleurs, je suis très content qu'elle ait refusé l'offre de la ACHL, mais j'ai aussi aimé pourquoi les raisons. Même chose pour Desbiens, hein, qui a refusé aussi une offre d'une équipe. Donc, c'est là que tu vois que ces personnes-là, c'est pas juste le hockey. On a aimé Maurice Richard pour son apport à la communauté, pour les francophones et les anglophones dans le temps. Et il faut donner crédit à ces femmes-là de se donner corps et âme malgré le rien qu'ils ont.
pour supporter le hockey féminin. Écoute, on a les meilleures femmes au monde, puis de loin, de loin. 4 buts en finale des Olympiques pour Marie-Philippe Poulin. Ça ne sera jamais battu, je pense, par n'importe quel joueur et joueuse. À moins qu'il y en ait un, à un moment donné, qui se réveille, qui en fasse 4 en match de finale. Là, mais... Et pas seulement 4 buts dans 4 matchs en finale, mais il y a des golden goals là-dedans, il y a des buts gagnants, c'est des buts clutch. Oui, des buts clutch. Pas juste des buts en finale, c'est des buts clutch, des buts qui ont fait une différence. C'est ça qui est encore plus impressionnant dans son cas. Oui, effectivement. Puis écoute, ça l'a amené l'équipe à un autre niveau cette année. Puis écoute, moi, je trouve que c'est une fierté qu'on a. Puis il faut l'avoir, cette fierté-là. Puis j'ai été très, très content de voir les codes d'écoute. Les codes d'écoute en finale Canada contre les femmes ont été les meilleurs que jamais aux États-Unis. Ont été meilleurs que jamais au Canada malgré l'heure. Donc, c'est super le fun de voir ça. Puis ça met un petit peu un coup de pied au pâteux, on va dire comme ça. Là. Un coup de pied au pâteux au monde qui critique le hockey féminin. Encore même pendant le tournoi olympique, on critiquait le hockey féminin. On parle juste de hockey, mais je vais en parler rapidement. Le soccer américain, les femmes qui ont gagné la fameuse réglementation aux États-Unis. Donc, les femmes vont être payées autant que les hommes au soccer. Je pense qu'il commencerait le temps. Il faut arrêter de voir que c'est des femmes qui jouent, c'est des athlètes qui jouent. C'est des athlètes professionnels qui jouent. Je pense que là, il faut voir que le monde se réveille et qu'ils comprennent que les jeunes femmes et les femmes qui jouent au hockey présentement sont les meilleures au monde. Ils sont déterminés à être les meilleurs au monde. Ils pourraient être encore meilleurs s'il y avait plus de sport. Je pense que là, on est rendu là. Il faut arrêter de faire les autruches. Il faut commencer à donner ces ressources-là à ces femmes-là. Puis moi, j'ai aimé plus regarder le tournoi féminin que le tournoi masculin. C'est pas compliqué, là. Puis on fait jamais ça, tout le monde des amateurs de hockey. Là. Mais si la ligue part, s'il y a vraiment une ligue de hockey féminine qui se part, mais je vais aller les voir jouer, tabarouette. Je vais dépenser des sous pour aller les voir jouer. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un beau produit. Je trouve que c'est pas un produit qui est dérivé. C'est pas non plus un produit qui est pas bon. Ils ont autant de talent que les hommes. Oui, ils plaquent pas. Oui, ils vont moins vite. Puis oui, ils ont moins de skill pour les mains. Et blablabla. On va dire ce qu'on veut. Là. Mais c'est une autre sorte de show. Puis moi, je trouve que c'est super le fun pour eux autres. Puis je leur souhaite encore félicitations. Vous avez appris le Canada comme des chefs. Puis félicitations. Là, ça a été une raclée de A à Z, à part la finale. Puis écoute, ça a été super bon. Pas mal sûr que le shot de Marie-Philippe Poulin est meilleur qu'une couple de gars dans NHL. Oh, tabarouette! Elle a un tir pesant, Marie-Philippe, quand même. Surtout celui de Brett Kulak. Ah, peut-être. Peut-être. Mais non, honnêtement, moi aussi, je suis content qu'elle ait refusé l'offre des Lions de Trois-Rivières. Oui, ça aurait fait un beau stunt là, au niveau marketing, mais je pense que la mission de Marie-Philippe Poulin présentement, c'est de promouvoir le hockey féminin, c'est de pousser pour avoir une ligue féminine. Je pense que c'est ça qui urge pas mal plus que de jouer au niveau de la CHL. Puis je suis content parce qu'il y a des rumeurs aussi qui disaient que le Canadien est intéressé à l'embaucher au sein de l'équipe. D'après moi, ça ne se fera pas tout de suite parce que justement, elle veut vraiment se concentrer là, pour promouvoir le hockey féminin et pousser pour une ligue. Mais lorsqu'elle aura plus vraiment l'âge pour jouer puis que cette ligue-là va finalement voir le jour éventuellement, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura un job là, pour elle avec le CH parce que, tu sais, on attendait pas mal là, que le Canadien embauche une femme à quelque part dans l'organisation. C'est pas encore arrivé. Non. Puis l'organigramme commence à être de plus en plus complet avec l'arrivée de Le Cavalier. Ils ont aussi embauché leur gars de plafond salarial comme adjoint à Kent Hughes. Donc là, on commence à se demander, ben là, va être où la place pour les femmes là-dedans? J'ai hâte de voir, mais j'ai l'impression que ça va être une fille comme Marie-Philippe Poulin ou peut-être une fille comme Daniel Sauvageau qui va finalement se joindre. C'est peut-être Chantal Maccabé, la femme qu'on voulait engager. Comment? C'est peut-être Chantal Maccabé, la femme qu'on voulait engager. Ouais, mais rien contre Chantal, elle est vraiment à son poste là où elle est, mais je pensais plus dans l'organigramme au niveau opération hockey plus qu'au niveau communication. Mais j'imagine que ce jour-là va venir éventuellement. Il reste encore pas mal de femmes là, compétentes là, qui ne sont pas justement avec une équipe présentement. Fait que dossier à suivre, comme on dit. Dossier à suivre. Un petit shout-out à Chantal d'ailleurs, parce que je l'ai tweeté sur Twitter cette semaine. J'ai envoyé un petit message disant que, encore une fois, elle avait une journée de congé, puis le Canadien a décidé de faire quelque chose avec la transaction de Toffoli. Donc, elle m'a répondu dans le 10 minutes. Je capotais. Je pensais jamais qu'elle était assez vite à se tweet comme ça, mais
Elle m'a répondu qu'elle aimait ça, puis ça ne dérangeait pas. Puis, ça a été une belle discussion avec d'autres fans de Chantal, mais j'ai été vraiment impressionné. Je pensais pas qu'elle me répondrait du tout. Bon, fait que monsieur, c'était une conversation avec Chantal Eh oui, Maccabé, toi! toi, tabarouette. On n'a pas de plus dans le Canadien, mon Max. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Un pied de plus dans la boîte. Écoute, on va passer sur le segment, avec le segment sur réception. J'ai juste 3 questions, malheureusement. Je n'ai pas trouvé ma quatrième. Honnêtement, j'ai pas pris beaucoup de temps pour faire les questions, malheureusement, mais j'ai quand même des pas si pires. C'est quand même pas une petite comique pour terminer, mais j'en ai quand même deux. 4 questions de la shot. La question qui tue. On a parlé de Jeff Petrie tantôt, que ça a commencé à se replacer depuis que Saint-Louis est là. C'est une question en 2 temps. Fait que ça pourrait être ma 4e question, mais c'est comme un 2 en 1. Vas-y. Première question. Penses-tu encore qu'il va être échangé? Et 2, si tu penses qu'il va être échangé, est-ce que ça se fera à la date limite des transactions ou plus durant la saison? Yeah boy. Moi je pense qu'il va partir parce que la pression de Montréal s'est trop faite forte. Par contre, est-ce que je veux qu'il parte? Non. Donc, ta question en 2 temps est là. S'il va partir avant la date d'échange, je ne pense pas que quelqu'un va risquer Jeff Petrie avant les échanges. La seule équipe que je verrais le faire, c'est une équipe qui a besoin d'un joueur, peut-être un petit punch à l'attaque défensivement pour le dernier droit de la saison, puis un gars peut-être de power play, mais je ne vois pas grande équipe qui ont besoin de ça dans le portrait des séries présentement. Donc, moi, je pense que s'il est échangé à la fin de l'année, probablement aux joueurs autonomes. Mais encore là, moi, je n'ai pas le goût de le voir partir. Moi, je persiste et je signe. Jeff Petrie et sa famille ont toujours aimé Montréal, ont toujours été super impliqués à Montréal. Ce n'est pas une situation facile cette année avec le COVID, alors que le gouvernement ne voulait pas rien déconfiner, on le sait. Il commence à déconfiner, là, puis on voit déjà que ça va mieux. Mais moi, je pense que c'est circonstanciel ce qui s'est passé cette saison. Je vous le dis, là, je vais vous enlever votre famille, moi, pendant 4, 5, 6 mois de l'année avec vos enfants, que vous parlez sur Zoom à tous les maudits soirs, puis que quand tu rentres chez vous le soir, il n'y a personne à la maison, puis tu couches dans un lit tout seul tout le temps. Même si je te donnerais 10 millions par année, tu vas être tanné. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter, il faut respirer par le nez. D'ailleurs, j'ai beaucoup de détracteurs de Jeff Petrie qui sont venus me voir depuis les 2 dernières semaines, puis qui ont dit « Tu quoi, Steph, t'avais raison, puis il faut respirer du nez, puis on est trop fafane, puis on est trop émotif. » C'est correct, les émotifs, les boys, mais il faut faire attention. Donc, je pense qu'il va être échangé pas à la date limite, mais aux joueurs autonomes. Mais honnêtement, si je suis Jeff Gorton, il y a un bon contrat quand même. Il n'y a pas un contrat super cher pour qu'est-ce qu'il peut te donner. Défenseur offensif, il peut donner un 45-50 points par année. On n'en a pas eu beaucoup à Montréal. On n'en a pas encore beaucoup qui s'en viennent. Donc, écoute, ma réponse est là. Moi, je pense qu'il va partir, mais il ne devrait pas partir. Écoute, je suis d'accord à 100% avec ce que tu viens de dire là. Si c'était juste de moi, il ne partirait pas. S'il part, ça va être à la fin de la saison parce qu'il n'y a aucune équipe qui peut se permettre au niveau de la masse salariale dans le portrait des séries pour un Jeff Petrie, sauf si le Canadien reçoit un mauvais contrat en retour. Là, je n'ai pas fait le tour de toutes les équipes de quel scénario pourrait fonctionner, mais j'ai pas l'impression. Ça va être une transaction qui va se faire à la fin de la saison, durant l'été, quand les équipes vont avoir plus de lousse sur la masse salariale, puisque les joueurs qui vont quitter vont avoir trop de transactions. Mais si tu me demandes, Maxime, aujourd'hui, échangerais-tu Jeff Petrie? Moi, la réponse c'est non. Parce que, on est très mince à droite. 2, quand que Jeff Petrie est dans sa game, c'est encore un très bon défenseur. Oh oui. Oui, il prend en âge, mais son atout principal, c'est sa mobilité. Puis ça, il l'a encore. Puis tant qu'il va l'avoir, ça va être encore un défenseur efficace. Oui. Non, honnêtement, Jeff Petrie, même, c'est sûr qu'on peut avoir un retour intéressant. Mais s'il part, qui va jouer à droite sur ta première paire? Tu n'as personne. À part si tu as comme plan de signer un gars comme Christopher Le Temps durant l'été, exemple. Peut-être. Encore. Mais est-ce que ça va te faire tant de grosse différence que ça, dans le sens que est-ce que tu ne vas pas juste te départir de 4,30 sous pour signer une pièce? J'ai l'impression que c'est plus ça qui va arriver avec si tu fais un switch. C'est sûr que je préfère plus Le Temps que Petrie, mais je pense pas que la marche est si grande que ça entre les deux.
sais, Petrie, c'est un défenseur de 40-50 points quand il est vraiment dans sa game. Fait que non, moi je pense que Jeff Petrie doit pas quitter. Puis s'il quitte, ça va être à la fin de la saison par date limite. À moins qu'il y ait vraiment une équipe qui ait un contrat qui peut shipper aux Canadiens en retour. Là. Ouais. C'est un genre, mettons, que les Flames pourraient shipper un Milan Lucic. Ouais, genre, par exemple. Ce genre de deal-là, mais sinon, je vois pas comment ça peut se faire. Ouais, puis faut pas oublier là, que Christopher Letang, on l'adore, puis je l'adore aussi, là, mais il joue avec Sidney Crosby, puis Malkin, puis Quenzel à Powerplay. Là, il joue pas avec. Jeff Petrie a joué avec des mauvais avantages numériques. Il y a juste cette année qu'on peut dire que ça fonctionne depuis quelques matchs, mais il a quand même eu un bon avantage numérique l'année passée en série. Et Jeff Petrie a été la pierre angulaire offensive, a été le Markov du Canadien depuis les 4 dernières années. Il ne faut pas l'oublier, là, mais on oublie vite à Montréal. On oublie très vite à Montréal. Deuxième question. On a parlé un peu des Flames, mais vraiment vaguement. Ils sont sur une séquence de 10 victoires de suite. Là, on dirait qu'il n'y a plus rien qui peut les arrêter. Ma question est toute simple, mais quand même intéressante à poser. Qui va arrêter les Flames dans la prochaine semaine? Hey boy, il joue contre qui? Il joue ce soir contre les Canucks présentement. Ouais. Et les 2 prochains matchs contre le Wild du Minnesota. Écoute. C'est sûr que le Wild, techniquement, ont plus de chances vu qu'ils jouent 2 fois. 2 en 3. mais est-ce que ça pourrait être les Canucks ce soir? Écoute, probablement, parce que souvent, tu peux avoir une baisse de régime, surtout contre des rivaux quand même assez importants. On sait que Markstrom a toujours une dent contre Vancouver, mais à un moment donné, Vancouver a une fierté aussi. Ça se pourrait. Ça serait un beau upset, mais moi, je pense que ça va être contre le Wild. Je pense que le Wild aussi est redoutable. Mais attends, la twist à la question, est-ce que tu penses qu'ils vont perdre la prochaine semaine ou s'ils peuvent en coller 13 de suite? Ouais. C'est une équipe qui peut le faire, ils peuvent le faire, mais je pense qu'ils le font. Ils feront pas? Je pense qu'ils non, je pense qu'ils le feront pas. Ça serait assez exceptionnel. J'aimerais vraiment savoir ça. Je pense qu'ils vont perdre au moins un match cette semaine contre le Wild. Mais écoute, c'est assez exceptionnel ce qui se passe avec les Flames. Écoute, c'est un revirement de situation totalement. Là. Ils ont eu quand même une saison correcte l'année passée, floppy. Et là, depuis 3 semaines, là, c'est incroyable ce qui se passe à Calgary. Je ne sais pas si c'est parce que Mr. Kelly a tout relevé les affaires là-bas de la COVID, là, mais ça marche à tout un train là-bas, on va dire. Donc, c'est le fun à voir. Puis il y a beaucoup d'offensives, mais il y a aussi beaucoup de bons joueurs défensifs. Markstrom en a retrouvé aussi sa touche. Donc, c'est une affaire de plus aussi. Je pense que les Flames sont contents qu'ils redeviennent un peu le gardien qui était. Donc, écoute, tant mieux. Mais moi, je pense qu'ils vont perdre le match. Moi, j'ai envie d'y aller assez basé et dire qu'ils vont en coller 13 de suite. Je pense que les Flames sont en business. C'est 0-0 après une période présentement contre les Canucks. Donc, j'ai pas de l'info jusqu'à maintenant. On s'en reparlera jeudi prochain. Ils ont-tu encore 58 tirs en une période? Attends un peu, j'ai pas regardé ça par exemple. C'était fou là, contre. Je pense que c'était les Jackets. Non, c'était les Panthers qui avaient fait ça contre les Jackets, il me semble. Non, c'est 11-11 les tirs, 0-0. Donc tout le monde est égal partout. Pas de chicane. Match qui est à Vancouver, donc peut-être un petit avantage pour les Canucks. Et ma dernière question, et ça c'est plus le volet humoristique, là, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste drôle parce que Brad Marchand qui revient de sa belle suspension ce soir. Combien de jours avant qu'il refasse un geste imbécile? Est-ce que tu as vu ce qu'il a dit en plus? Non, j'ai pas vu. Donc, il dit, je vais le voir vaguement, là, il a dit, donc, il faut que je commence à comprendre que c'est pas une bonne chose que je fais, puis il faut que je commence à apprendre de mes erreurs. Come on, dude! Ça répète mon « que c'est ça » de la semaine. Qu'est-ce que c'est ça? T'es le joueur le plus suspendu de la Ligue avec Chris Pronger. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Donc, non, écoute, j'ai trouvé ça très, très long. Je pense que la maturité liée, mais écoute, moi, je pense qu'il va se faire suspendre. Peut-être pas cette année, mais l'année prochaine encore. Pour une niaiserie, comme d'habitude. Mais c'est toujours pareil. Écoute, c'est un joueur d'émotion. C'est un joueur qui adore la game. C'est un joueur que depuis quelques années, il n'a pas la langue dans sa poche. C'est quand même un joueur élite national. Il n'a tellement pas la langue dans sa poche qu'il l'a dans la face des autres des fois. Oui, exactement. C'était Nazem Kadri d'ailleurs qui s'est fait toucher la face, je pense. En tout cas. Donc, oui, effectivement. Donc, c'est à la fois drôle, à la fois pathétique, mais à la fois humoristique. Donc, c'est Brad Marchand. Écoute, moi, je pense pas avoir connu un joueur comme ça depuis que je regarde le hockey, depuis que je suis jeune. Mais
la déclaration de dire qu'il faudrait que j'apprenne de mes erreurs. Come on, dude! Ça fait vraiment longtemps que tu as essayé de comprendre. Là, je pense que c'est le nombre de matchs qui a fait mal. Je pense qu'il a compris que c'est peut-être un peu trop loin son affaire. D'ailleurs, on parle de ça, là, mais on coupe ça droite, là, mais est-ce que tu aurais suspendu dans la tête de McKinnon, toi? Ça, c'est pour quel geste? Okay, sur le slashing sur le ref après le face-off. Ah, j'ai même pas vu ça. Hein, t'as Je l'ai pas vu manqué. ça? Je l'ai manqué. Va voir ça, Big. Ben là, c'est sûr que si un slash un officiel, Non, on va voir ça. Il n'y a aucun match de suspension. Zéro. 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 Zéro comme zéro. Bon. Écoute, Traitement de vedette encore une fois. on en reparlera la semaine prochaine. Tu iras voir la vidéo, là, mais ça va être ma question la semaine prochaine. Si tu l'aurais suspendu. C'est bon. Dis, T'as déjà une question de fait pour la semaine prochaine, pas pire? Exactement. Exact. C'était la 4e question que je te renvoie. Miroir. Miroir. La semaine On va faire mes devoirs puis je te reviens là-dessus la semaine prochaine. C'est bon. Écoute, Stéphane, un gros merci de te rendre disponible. Je sais que tu es dans un hôtel présentement à Québec. C'est pas la situation la plus idéale. T'as pas de l'air, par exemple, très, très en misère non plus. Je pense que ça va quand même. Non, non. Ça va bien, ça va bien. Mais quand même, un gros merci. Là. Il est présentement 11h. On a fait ça vraiment tard cette semaine, mais on ne pouvait pas se permettre une deuxième semaine sans podcast. Il faut être plus régulier que ça. Fait que je te remercie de ta disponibilité. Puis on se retrouve probablement jeudi prochain dans des heures plus normales un peu. Yes, puis je voulais annoncer aussi qu'à partir d'ici 3 semaines, on va pas commencer à faire des lives sur YouTube. Là. On avait parlé qu'on faisait des lives. J'ai eu aussi des demandes au niveau des amis qui nous suivent, là, qui nous écoutent un petit peu. Donc, les gars veulent commencer à interagir pendant nos lives. Donc, on va avoir du challenge, mon Max. On va se faire challenger. On va se faire challenger. Là. Ça va être le fun. Ça va être le fun. Donc, écoute, ben hâte, c'est toujours plaisant de discuter là, avec les autres personnes aussi. C'est le fun de parler avec toi, mais si en plus on a d'autres gens qui réagissent en live, ça va être encore 15 fois plus plaisant. Ah ouais, ça va être le fun. Yes, fait qu'on se dit à la semaine prochaine, messieurs, mesdames et messieurs. Salut tout le monde, merci beaucoup.